Cela faisait un bon moment que je ne m'étais pas pointé dans l'auberge de la Strige fringante. En même temps, je dois vous avouer une chose, mes braves compagnons, les temps furent rudes en ville comme en campagne. Le terrible virus qui s'était abattu sur le monde pendant plusieurs mois nous traquait sans relâche, peu importe où nous allions. Enfin, tout ceci n'est plus que de l'histoire ancienne, loin de nos préoccupations actuelles, et je pense que chacun d'entre nous souhaitera vaquer de nouveau à ses occupations. Pendant mon isolement, loin de la civilisation humaine, j'en ai profité pour me plonger dans les textes anciens sur les créatures du monde. Quoi de mieux que de vous parler des pires engences du mal, mais aussi des êtres surnaturels qui peuplent nos terres. Prenez garde, il est possible que certaines créatures soient tout simplement absentes car elles ne figurent pas dans les livres que j'ai consultés. Allez, venez vous installer à ma table, n'ayez pas peur, voyons, je ne suis pas encore un monstre. La nuit ne fait que commencer. Je voulais inaugurer cette visite chez les monstres par une présentation de la catégorie des nécrophages. Une monstrueuse famille qui est très étroitement liée aux humains et dont l'appellation peut se révéler erronée puisqu'elle suggère qu'ils ne se nourrissent que de cadavres. Baliverne, la réalité est tout autre. Ces créatures chassent des humains vivants la plupart du temps, même si elles préfèrent de loin la charogne et l'odeur des cadavres pestilentiels. Elles vont alors enterrer leurs victimes, attendant des jours pour que le corps pourrisse avant de s'en repaître. Une légende urbaine insinue que des humains dégénérés ont pratiqué le cannibalisme il y a de cela fort longtemps. Lors d'une immense famine, ils déterrèrent des cadavres dans les cimetières pour les manger, n'ayant pas d'autre moyen de survivre. Ainsi, ils prirent goût à la chair humaine, devenant des viles créatures n'ayant que pour seul but de se repaître de chair humaine. Chez les nécrophages, on retrouve essentiellement les ghouls, brouillardiers et noyeurs. Les ghouls constituent l'essentiel de leur nombre et se caractérisent par des humains déformés à la peau sombre, préférant attaquer en groupe pour submerger leurs victimes. Concernant les brouillardiers, difficile d'affirmer s'ils sont apparus avec la conjonction des sphères ou s'ils existaient avant. Attaquant en groupe dans les marais et forêts, ils utilisent de la magie pour créer d'épais brouillards afin de troubler la vue de leur proie. Pour terminer avec ces créatures nauséabondes, les noyeurs vivent proches des points d'eau et on présume qu'il s'agit de cadavres jetés à l'eau revenus à la vie pour harceler les vivants, ou bien qu'ils proviennent eux aussi de la conjonction des sphères. Ils utilisent leur sens surdéveloppé pour percevoir la moindre vibration sous-marine. Leur nom vient du fait qu'ils attrapent leur proie pour les noyer avant de les dévorer. Bref, de charmantes créatures à n'en point douter, rien à voir avec les suivants. On pense souvent que les vampires sont des créatures maudites ou bien des morts-vivants, des pensées totalement fausses et détournées de la réalité. Les vampires sont apparus à l'époque de la conjonction des sphères et vous vous rendrez vite compte que les mythes entourant les vampires sont en partie faux. On dit qu'ils craignent tous le soleil, mais les rayons de ce puissant astre ne les tuent pas. Leur morsure ne condamne pas à devenir à son tour un vampire, tandis que l'ail, les symboles religieux et l'eau bénite n'ont aucun effet sur eux. Tout n'est que légende pour vendre plus d'eau bénite et pieux en bois. On trouvera là aussi plusieurs sous-catégories de vampires, d'abord les grands vampires et ensuite les vampires inférieurs. Les supérieurs se distinguent par leur férocité et imposante carrure, prenant une apparence humaine la plupart du temps. On ne peut pas en dire autant des Bruxas et Katakans, qui offrent une forme bestiale faisant penser à de grandes chauves-souris. À l'instar des vampires supérieurs qui disposent de pouvoirs télépathiques, ils peuvent changer d'apparence pour se transformer en humains afin de se fondre dans la masse. Seul leur croc, l'absence de reflets dans les miroirs et l'absence d'ombre peut les trahir. En plus d'être très difficiles à vaincre, ils sont insensibles à l'argent et bénéficient d'excellents pouvoirs de régénération. Pour n'en citer qu'un, sachez que Régis est l'un des plus anciens membres du clan des vampires supérieurs. Quant aux vampires dits inférieurs, comme les échymées, Phèdres, Alpes, il s'agit de vampires plus primitifs qui suivent leur instinct primaire et sont vulnérables au soleil, chassant par conséquent de nuit. A l'inverse des grands vampires, ceux-là ne font pas que boire le sang de leurs victimes, puisqu'ils déchiquettent aussi leur corps pour se repaître de leur chair encore chaude. Peu importe leur forme, les vampires n'en restent pas moins des adversaires dangereux, même pour un sorceleur expérimenté, car un accident peut vite arriver lorsqu'on ne voit pas leurs griffes acérées. Ah, les hybrides! À vrai dire, je pense que les savants ne savaient pas trop comment aborder certaines créatures, préférant regrouper ces dernières dans une classe spécialement conçue pour les monstres mixant des attributs de plusieurs espèces. Des croyances populaires font remonter là aussi leur apparition à l'époque de la conjonction des sphères,
d'autres pensent plutôt qu'ils existaient bien avant. Deux théories difficiles à valider ou infirmer, vous en conviendrez. Les harpies ou mélusines, les plus communes, se ressemblent plus ou moins et mixent d'une part les attributs humains et aériens, que ça soit avec un corps de femme et des ailes d'oiseau, ou bien une queue de serpent et des ailes de chauve-souris. Deux créatures ma foi très sympathiques qu'il vaut mieux laisser de côté. Elles construisent des colonies dans les hauteurs et sont omnivores, bien qu'elles ne refusent pas de se partager un cadavre laissé à l'abandon. Leurs attaques consistent à effectuer des vols piqués, frappant brutalement en se laissant tomber du ciel pour tuer avec leur puissante serre. Autre spécimen rare, les manticores et griffons sont un mélange de plusieurs attributs animaux, bien que partageant une base commune avec le lion. Le manticore se distingue par son corps de lion, des ailes de chauve-souris et une queue de scorpion distribuant un poison redoutable, tandis que le griffon possède un corps de lion accompagné par des serres, têtes et ailes d'un puissant aigle. Les deux ont plus ou moins le même mode opératoire, elles utilisent leur odorat surdéveloppé, s'envolent puis fondent depuis le ciel sur leurs victimes. On dit que ces créatures, en particulier les manticores, ont causé plus de dommages que les dragons, c'est dire la dangerosité de ces dernières. Geralt de Rive, l'un des derniers sorceleurs encore en vadrouille, affirme par ailleurs avoir terrassé 2 manticores dans sa vie, ce qui relève de l'exploit. En parlant d'un miracle, parvenir à sortir victorieux d'un combat avec un cocatrix est un pari risqué. Mi-reptile, mi-oiseau, avec une tête de coq bien identifiable, ils attaquent généralement par derrière et visent un endroit bien stratégique sous le rein gauche au niveau de l'aorte. Un coup de bec bien placé et vous êtes raide mort. Plus légendaires que ces dernières engences du mal, les 3 prochaines créatures sont plutôt d'apparence amicale si l'on ne vient pas trop les déranger. Les Aguara ou Vixen sont des filles à l'apparence d'une renarde pouvant créer des illusions magiques, faisant apparaître des îles, dragons, des armées ou tout autre mirage pour faire fuir leurs ennemis. Actuellement, leur puissance a régressé, tout comme leur faculté à revenir à une apparence humaine. Créatures plutôt étranges, les Aguara ne se reproduisent pas et se contentent d'enlever des jeunes filles pour les transformer à leur tour en Aguara. Quant aux sirènes, ce sont de belles femmes avec une queue de poisson qui passent leur temps à prendre des bains de soleil sur des rochers chauds. Parlant une langue étrange dont seuls quelques initiés ont le secret, elles tournent autour des navires et essayent de temps à autre d'attirer des marins peu attentifs vers les profondeurs. On ne sait pas ce qu'elles font à ces pauvres inconscients, mais une légende tenace raconte qu'elles peuvent invoquer des krakens afin de renverser des bateaux et ses occupants. Terminons avec les nuagés, des petites fées dont on ne sait pas grand-chose, mis à part les légendes urbaines qui les considèrent responsables des changements climatiques comme de violentes tempêtes accompagnées de vent. Une fois passées sur une région, il ne reste plus de récolte pour les villageois, ce qui pose bien entendu problème lorsque la famine guette à l'horizon. Vous l'aurez compris, les hybrides sont bien à part dans la classification des monstres. Comme le dit une croyance populaire, toute malédiction requiert l'assistance d'un humain. C'est vrai, du moins en partie. Les sorceleurs sont souvent engagés pour lever les malédictions ou y mettre un terme lorsque ce n'est hélas pas possible. En tout cas, il ne faut pas être né de la dernière pluie pour comprendre qu'il vaut mieux tenter de briser la malédiction plutôt que d'affronter le damné en face à face. Ces derniers se divisent en 2 catégories, les thérianthropes et les striges. Prenons le cas le plus facile en premier, voulez-vous ? Les thérianthropes sont des humains maudits pouvant prendre une apparence animale. On en rencontre plusieurs types, les chats-garous qui, comme son nom l'indique, peuvent se transformer en énormes chats, les ours-garous qui se changent en puissants ours, ou bien les rats-garous dont on ne sait rien. Mais les plus marquants et hélas les plus répandus dans le monde restent les loups-garous. Transformés généralement par temps de pleine lune, ils abandonnent toute humanité pour céder place à la bestialité. Quelques-uns d'entre eux sont conscients de leur malédiction et parviennent à canaliser leur rage contenue en eux, mais d'autres n'y parviennent pas. Par ailleurs, la lycanthropie est héréditaire et elle se transmet à ses descendants, si tant est qu'il ait des enfants. 2 camps s'opposent au sein de ces bêtes. Les loups-garous qui cherchent à éviter de tuer et qui vont s'enfermer volontairement jusqu'à ce qu'arrive le matin, et les autres qui prennent un malin plaisir à goûter de la chair humaine et du sang à chaque pleine lune. Une créature qui donnera du fil à retordre à bon nombre de chasseurs et sorceleurs, désireux de leur faire la peau. Mais j'allais oublier de vous parler des plus dangereuses d'entre toutes, les striges. Ce sont des monstres résultant d'une malédiction jetée sur une femme enceinte. À sa naissance, le nouveau-né ne survit pas, causant peine et chagrin à ses parents, et il arrive parfois aussi que la mère n'y réchappe pas. Mais le pire est à venir, car une fois enterré, l'enfant revient hanter ses parents en rôdant autour du cimetière. Bien que petite et bossue, une strige est rapide et très puissante, offrant du fil à retordre à ses challengers.
Très agressives lors des nuits de pleine lune, elles vont attaquer et charger quiconque osera se mettre en travers de son chemin, utilisant leurs griffes acérées pour déchiqueter leurs victimes. Concernant la levée de la malédiction, si tant est qu'on soit assez fou pour essayer, il faut que la créature ne puisse pas revenir dans son sarcophage pour se reposer une fois le jour levé. En d'autres termes, il ne vaut mieux pas s'en approcher et laisser ces damnés agir selon leur instinct. Les draconides forment un ordre également à part vu le nombre incalculable de sous-catégories présentes. Allons au plus simple en présentant les plus iconiques. Avec l'avancée de la civilisation humaine, nous avons de plus en plus empiété sur le terrain des draconides, créant de nombreux conflits avec ces nobles créatures. Les plus connus sont les dragons, divisés eux aussi en plusieurs catégories selon la couleur de leurs écailles. Il semblerait que des dragons dorés les plus mythiques se cachent parmi nous sous une apparence humaine, mais cela n'a jamais été prouvé jusqu'à aujourd'hui. Possédant 2 paires de pattes, grands par la taille, d'immenses ailes et une longue queue, ils sont très intelligents et dotés d'une ruse hors du commun. Suite à plusieurs études comportementales, il a été noté que les dragons adorent amasser de l'or, des pierres précieuses et autres métaux brillants. Ce goût du luxe attire forcément les convoitises, car un aventurier désireux de pourfendre un dragon ne pense en fait qu'aux richesses cachées dans son antre. Mais beaucoup continuent à alimenter des ragots comme quoi les dragons sont les pires créatures sur Terre. Pouvant aspirer de la magie et cracher du feu, affronter un dragon en face à face ne sera pas une partie de plaisir. Un dragon sera également chassé pour ses propriétés médicinales et gustatives. Il faut croire que la queue fumée est un mets raffiné dont raffole une partie des habitants du monde. Autre proche cousin du dragon, le basilic est un reptile volant très dangereux possédant la neurotoxine la plus puissante à l'heure actuelle, pouvant tuer en l'espace de quelques secondes, ce qui en fait un adversaire redoutable. 2 autres sous-espèces de dragons, les wyvernes et diplours, sont quant à elles des draconides violentes et sauvages. Les habitants paniquent à leur vue, mais ces cousins éloignés ne peuvent pas cracher du feu, sont plus petites et ne peuvent pas voler bien haut. La plupart compensent ce désavantage par un long coup, attaquant en bondissant sur leur proie tels des serpents tapis dans les broussailles. Des petites terreurs qui font froid dans le dos. Enfin, je souhaitais partager là aussi une créature mythique qui n'est quasiment jamais apparue si ce n'est dans les contes et légendes anciennes, la tortue dragon. À vrai dire, ce monstre marin a été ajouté aux draconides en raison de son appellation, mais il faudrait plutôt lui créer une catégorie à elle toute seule. Immense tortue de mer, on dit qu'elle peut jaillir des profondeurs des abysses pour broyer un navire d'un simple coup de nageoire. Comme quoi, le monde recèle encore de nombreux secrets. Les monstres sont des créatures vraiment à part, vous ne trouvez pas ? Bien qu'il soit difficile d'en faire une présentation globale, vu que vous êtes déjà pas mal bouleversé par les informations que je viens de vous donner, je vous propose de remettre la suite de cette présentation à plus tard. On se donne rendez-vous ici, à la même heure, pour achever cette exploration, car croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Méfiez-vous en sortant dehors, il paraît qu'il va y avoir 2 pleines lunes d'affilée. Bonne soirée à vous et à très bientôt, salut!